Bonjour à tous, je suis Wanda Luengo du laboratoire d'informatique de Paris 6, Université Pierre-Marie Curie, bientôt Sorbonne Université. Aujourd'hui, on va continuer sur la thématique du modèle et profil de l'apprenant. En particulier, on va s'intéresser au modèle de l'apprenant et de pourquoi on va modéliser, pourquoi on va s'intéresser à modéliser l'apprenant. Pour cela, on va d'abord aller dans les années 80 et voir les tuteurs intelligents. Les tuteurs intelligents sont les premiers systèmes, les tuteurs intelligents ITS, Intelligent Tutoring System. C'est les premiers systèmes qui ont cherché à modéliser cet apprenant. Il faut savoir d'abord que les modèles de l'apprenant dans les tuteurs intelligents cherchaient à modéliser un apprenant en interaction avec un tuteur. Donc, pour ça, les modèles des tuteurs intelligents proposent trois modèles. D'abord, les modèles experts ou les modèles de connaissances du domaine. Ensuite, les modèles de l'enseignant-tuteur. Et enfin, les modèles de l'apprenant, qui est celui qui nous intéresse ici. Après, il y a un module proposé qui est le module de l'interface qui va permettre effectivement de rendre donc, tangible l'interaction avec un vrai apprenant et les systèmes. Ici, quand on s'intéresse au tuteur, l'idée c'est que ce tuteur intelligent va accompagner l'apprenant à progresser dans son apprentissage, en particulier par des feedbacks immédiats, par d'accompagnement et d'aide quand il va faire une erreur, quand il va résoudre de façon correcte ou incorrecte un problème. Et donc, la modélisation va surtout s'intéresser à une modélisation des connaissances, voire peut-être des compétences, mais surtout, l'objectif de ce modèle, c'est de produire un diagnostic des connaissances de cet apprenant. Donc, dans les années 80, l'objectif, c'était comment représenter ces connaissances, comment représenter les relations, les liens entre ces différentes connaissances, comment représenter les raisonnements de cet apprenant pour pouvoir faire un diagnostic lors de l'interaction et enfin, grâce au modèle de tuteur, proposer un feedback immédiat. Si nous regardons les systèmes intelligents proposés dans les années 2010, en fait, l'architecture en elle-même, elle n'a pas beaucoup changé. On a encore les modèles pédagogiques, donc ce n'est pas seulement les tuteurs, mais c'est un modèle pédagogique. Il y a les modèles du domaine d'apprentissage et on a les modèles de l'apprenant. Donc, comment dans les tuteurs intelligents des années 80. Par contre, il y a des choses qui ont été rendues évidentes, en tout cas, on les a sorties de façon précise. On voit ici les algorithmes qui vont s'intéresser à raisonner sur cet ensemble de modules, mais surtout qui vont proposer d'autres formes d'interaction, qui n'est pas seulement l'interaction pour corriger l'erreur ou pour proposer la bonne solution, mais d'autres formes d'adaptation, telles que adapter les contenus, adapter aux capacités ou aux besoins de l'apprenant, voire adapter à des dimensions individuelles de l'apprenant. Et une autre dimension qui devient plus tangible, plus évidente actuellement, c'est cet aspect lié aux traces. Donc, ces systèmes vont laisser des traces, et ces traces vont être utilisées pour améliorer, voire construire les modèles de l'apprenant. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est plus importante maintenant par rapport aux années 80, et aussi l'aspect modélisation d'autres formes, d'autres dimensions du modèle de l'apprenant, puisqu'on ne s'intéresse pas seulement au tutorat par rapport à l'apprentissage, mais on va aussi chercher à modéliser les interactions sociales, et donc modéliser l'apprenant dans ces interactions sociales, chercher à modéliser les dimensions émotionnelles de cet apprenant, puisque la littérature a montré que la dimension émotionnelle est un facteur important lors de l'apprentissage, ou voir chercher à modéliser la dimension, ouvrir les modèles de l'apprenant pour qu'il soit accessible à l'apprenant lui-même, et donc s'intéresser aux dimensions métacognitives de l'apprentissage, voire à la dimension réflexive. Comment proposer ce modèle à l'apprenant lui-même pour que lui, il puisse réguler son apprentissage, pour qu'il puisse comprendre son processus, voire qu'il puisse interagir avec les systèmes pour régler autrement ce processus d'apprentissage. Donc, les modèles, l'architecture n'a pas tant évolué que ça. Ce qui évolue, c'est l'intégration, la dimension trace et les formes d'usage de ce modèle d'apprenant, qui n'est pas uniquement dans un tuteur intelligent, mais qui peut être dans plusieurs systèmes qui gèrent différentes formes d'interaction. Ainsi, le modèle de l'apprenant peut être utile
déjà dans les tuteurs intelligents, tels qu'on l'a vu au début, pour gérer cette interaction entre un tuteur et un apprenant. Mais on aura plus largement besoin d'un certain système d'apprentissage intelligent, de modéliser l'apprenant pour régler cette interaction de ces systèmes. Par exemple, il a un ensemble de ressources et on veut adapter la ressource à partir de cette modélisation de l'apprenant, où on a un système de réalité virtuelle avec des agents, avec un modèle du monde, et on a envie d'adapter ce modèle du monde à l'apprenant, et donc on modélise cet apprenant, ou aussi on va modéliser les interactions de ces différents éléments pris en compte dans les modèles virtuels à un agent qui peut être aussi un agent artificiel, qui est donc un modèle de l'apprenant, et donc qu'il faut modéliser. Une autre utilisation du modèle de l'apprenant, ce sont les systèmes adaptatifs ou des systèmes qui cherchent à personnaliser soit l'interface, soit l'interaction, soit les ressources, soit les contextes ou autres. Dans ces cas-là aussi, il peut être intéressant de modéliser l'apprenant. Cela dit, dans ce type de système aussi, on peut chercher plutôt qu'à modéliser l'apprenant, c'est plutôt à faire un profil d'apprenant, c'est-à-dire à identifier quelques caractéristiques pour l'adaptation, telle que je l'expliquais précédemment. Aussi, une autre dimension qui est plus récente, mais qui est fort intéressante, ce sont les systèmes de suivi pour l'enseignant. Ils existent depuis longtemps, mais plus récemment, on essaye de rendre ce modèle de l'apprenant accessible à l'enseignant pour l'informer. Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt l'enseignant qui va adapter ou personnaliser, mais à partir de cette modélisation informatique de l'apprenant. Et donc, les problèmes vont être différents. Si on fait un modèle ouvert de l'apprenant pour l'apprenant lui-même, ce n'est pas pareil que si on fait un modèle de l'apprenant ouvert pour l'enseignant, voire d'autres personnes, telles que la famille, par exemple. Mais donc, les considérations dont on doit tenir compte ne sont pas les mêmes. Enfin, on peut penser au système collaboratif. De plus en plus, il y a des recherches qui vont modéliser l'apprenant pas en tant qu'apprenant individu, mais l'apprenant en tant qu'entité sociale, qui va interagir avec d'autres apprenants, qui va avoir des rôles, qui va être un plutôt collaboratif, et qui va être plutôt leader, qui va avoir des interactions, voire l'engager différemment. Et donc, on peut s'intéresser à cette modélisation de l'apprenant pour orchestrer ces interactions entre apprenants. Et donc, dans les systèmes collaboratifs, la modélisation de l'apprenant peut prendre de plus en plus de la place, même si c'est un peu plus difficile que seulement modéliser les connaissances, mais ça devient un domaine de recherche fort intéressant des modélisations. Donc, si on regarde pourquoi le modèle de l'apprenant est important, parce qu'on peut avoir déjà un point de vue applicatif, donc on a envie de proposer un système qui va individualiser les ressources, individualiser l'interaction, qui va adapter les ressources, ou va adapter l'interface, qui va personnaliser les ressources pour améliorer cet enseignement. On aura aussi des systèmes pour l'enseignant, formateur ou tuteur humain, où le modèle de l'apprenant va permettre d'informer cette fois-ci l'enseignant de façon à l'humain soit lui le responsable, le porteur de cette adaptation, personnalisation ou autre, mais le rôle de ce modèle va être plutôt pour informer l'enseignant. Enfin, le troisième objectif auquel on peut associer la construction d'un modèle d'apprenant, c'est cette fois-ci de les donner à l'apprenant lui-même et donc travailler sur la métacognition, sur comment l'apprenant lui-même, de façon réflexive, voit son modèle, comment il voit la progression de lui-même, comment il voit son raisonnement, etc. Mais aussi, et pas les moins importants, on ne peut pas nécessairement s'intéresser à la dimension applicative, mais à la dimension surtout scientifique. Dans ces cas ici, on va chercher à expliquer les phénomènes de l'apprenant, donc autrement, essayer d'ouvrir cette boîte noire qui est si difficile à ouvrir, qui est l'apprenant, et comment il raisonne, pourquoi il va faire une erreur, pourquoi il va avoir un comportement émotionnel qui va affecter sa progression dans l'apprentissage, pourquoi les processus de son raisonnement va être d'une façon plutôt que d'une autre. Donc, du point de vue scientifique, il est évident qu'il est fort intéressant d'associer différentes approches, différentes méthodes sciences humaines et sociales et informatiques pour aller plus loin vers ce modèle de l'apprenant. Enfin, quand on est convaincu qu'il est important d'utiliser les modèles de l'apprenant, il y a
3 questions importantes à se poser. La première, c'est quel apprenant on va modéliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on va modéliser un individu, comme on disait dans les tuteurs intelligents, même si on va avoir plusieurs, la modélisation s'intéresse à l'individu tout seul, dans son processus individuel d'apprentissage et en interaction avec un système. Donc, dans ces cas-là, les approches de modélisation ne seront pas les mêmes que si on décide de s'intéresser au groupe. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'apprenant seulement tout seul, mais en interaction avec d'autres apprenants, il aura d'autres dimensions sociales, d'interaction qui vont être prises en compte, qui ne sont pas les mêmes. Du point de vue de qu'est-ce qu'on modélise, on peut s'intéresser, et c'est ce qu'on a fait depuis longtemps, et c'est sur les points de connaissance que je vais approfondir dans la suite, c'est quelles sont les connaissances des apprenants dans une situation donnée et comment ces connaissances et erreurs, les erreurs sont des connaissances, évoluent au fur et à mesure de l'interaction. On peut aussi s'intéresser à modéliser les compétences, les savoir-faire, les émotions ou, comme j'ai dit tout à l'heure, les interactions sociales ou d'autres, des raisonnements, etc. L'autre dimension qui est très importante, c'est comment je vais modéliser cet apprenant. La première, c'est comment je vais représenter les divers aspects. Si je décide de modéliser les connaissances uniquement, ce n'est pas pareil que si je vais travailler sur les connaissances, les émotions et la modélisation ludique, par exemple. Si j'associe ces trois-là, la représentation va mettre en jeu différents modèles d'élicitation et on aura besoin d'expertises différentes et on aura des façons d'observer différentes. Deuxième dimension qui est très importante et vraiment c'est un peu des problèmes difficiles de la modélisation de l'apprenant, c'est comment je vais obtenir ces informations du modèle de l'apprenant. En effet, si on, par exemple, s'intéresse aux connaissances d'un domaine bien défini, disons la géométrie euclidienne, il est relativement simple, même si ça demande du temps, de modéliser les connaissances en géométrie, les raisonnements de l'apprenant. Cela dit, ça demande quand même un travail didactique qui a été fort bien élaboré depuis des années. Et on va comprendre les erreurs, les obstacles épistémologiques de cet apprenant. On va modéliser avec un expert. Dans des domaines moins bien définis, comme par exemple celui de la chirurgie, auquel je m'intéresse, en fait, on va avoir des connaissances qu'on appelle des connaissances perceptivo-gestuelles. Donc, ces connaissances-là sont très difficiles à éliciter par un expert. Donc, on doit amener d'autres méthodes, des méthodes d'observation, des méthodes d'analyse de la tâche, des méthodes des capteurs pour pouvoir comprendre ce comportement d'apprenant et pour pouvoir travailler sur les modèles de l'apprenant à partir de ces traces-là et non seulement de l'explicitation, de l'élicitation d'experts sur la partie apprentissage. Enfin, la dernière dimension qui est importante, c'est la mise à jour du modèle de l'apprenant. En effet, par définition, notre apprenant évolue au fur et à mesure de l'interaction. Il est en train d'apprendre. Donc, il était dans un état de connaissance à un moment donné et on espère qu'avec l'interaction avec le système, il va apprendre. Donc, c'est un modèle dynamique et les modèles lui-même doivent tenir compte de cette dynamicité. Donc, il doit s'adapter et tenir compte des états différents et comment modéliser cette évolution. Donc, cela va être plus important dans certains types de modèles de l'apprenant. Si je parle des connaissances, effectivement, les connaissances évoluent tout le temps. Peut-être que les émotions vont évoluer de façon un peu moins importante, ou en tout cas moins rapidement, quoique. Mais c'est sûr que les profils, par exemple, ludiques de l'apprenant n'évoluent pas tous les minutes, par exemple. Donc, effectivement, la dimension de comment mettre à jour l'apprenant va jouer, il va falloir tenir en compte selon les dimensions qu'on va décider de modéliser. Enfin, dans cette commande, il faut comprendre que dans la modélisation de l'apprenant, il y a vraiment une richesse d'approche assez grande, soit par l'approche informatique, c'est-à-dire qu'on va être plutôt vers des modèles symboliques ou des modèles numériques, soit même par les théories qu'on va utiliser pour modéliser l'apprenant. On peut par exemple décider de s'intéresser aux théories cognitives, ou on décide plutôt de s'intéresser aux théories liées aux connaissances elles-mêmes. Donc les modélisations vont être très variées. Dans ces schémas que je suis consciente qui étaient lisibles, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on regarde les systèmes entre 2002 et 2008, et puis les systèmes entre 2009 et 2012,
2012, il y a une grande variété des systèmes et une grande variété d'approches, même si on voit certains qui sont plus, par exemple, l'approche par overlay, que nous verrons plus loin. C'est une méthode qui a été toujours utilisée et qui continue à être utilisée. Mais on voit qu'il y a de plus en plus des méthodes plus empiriques qui tiennent compte donc, de cette dimension heuristique de l'apprenant, et donc qui vont être des modèles plutôt numériques ou qui combinent les deux. Donc, il semble très important de prendre les bons choix d'abord sur quel type d'apprenant, quel type de représentation sur cet apprenant on va faire et comment on va les faire pour pouvoir choisir la bonne approche, la bonne méthode, voire la bonne théorie qui me permettra de représenter, de modéliser cet apprenant. Je vous remercie et à bientôt.